Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le jeudi 18 avril. Voici les titres. Volé en 1987 durant un cambriolage au château de Thoiry, le comte de la Panouse vient de retrouver deux objets très précieux. De magnifiques porcelaines datant du XVIIIe siècle. Ce pot à eau et sa jatte avait été offert par la reine Marie-Antoinette à une ancêtre de la famille de la Panouse. Le récit de cette belle histoire dans votre 7-8. Un peu de gourmandise également. Début avril, Laëlia van der Vliet a été élue meilleure apprentie pâtissière de France. Il faut dire que la jeune femme de 17 ans travaille aux côtés des plus grands comme l'ancien chef du Ritz, Sébastien Cerveau. Son atelier est situé à Voisins-le-Bretonneux. Nous sommes partis à sa rencontre. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, un tournoi e-sport, une compétition de foot freestyle, la fête du printemps au domaine départemental de Madame Elisabeth ou encore un grand marché des plantes et de l'artisanat à Montigny-le-Bretonneux. Enfin, l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Ce dimanche 21 avril, les habitants de Bois d'Arcy devront élire un nouveau maire. Nous recevrons Jocelyne Agnier, tête de liste du groupe d'opposition Perspective Arcisienne. Voilà pour le programme de ce soir. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui. Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec le déménagement d'un lieu culturel bien connu des Saint-Cantinois. Oui Mathilde, le musée de la ville était installé au rez-de-chaussée de la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Fermé depuis le 2 mars, l'espace exposition changera de locaux en septembre pour s'installer à quelques mètres dans l'ancien magasin Emma. Les bureaux administratifs resteront au 3e étage du bâtiment. Pour rappel, le musée de la ville détient une collection de 3000 objets design et mode de vie. Grâce à ce changement, Saint-Quentin en Yvelines espère bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une surface plus grande, passant de 200 à 600 mètres carrés. De son côté, l'école de cybersécurité 2600 récupérera les locaux vacants pour s'agrandir. On poursuit ces infos du jour avec un site olympique qui fait peau neuve. Oui Mathilde, fermé depuis le 2 avril, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines se refait une beauté. Jusqu'au 24 avril, une dizaine d'ouvriers seront mobilisés sur le ponçage de la piste. Une nouvelle jeunesse pour le site qui n'avait jamais été rénové depuis son ouverture il y a 10 ans. Pour rappel, l'ensemble des épreuves de cyclisme sur piste pour les Jeux Olympiques s'y dérouleront entre le 5 et le 11 août, puis du 29 août au 1er septembre pour les Jeux Paralympiques. Et du côté de Verneuil-sur-Seine, une antenne relais provoque la colère des riverains, Gabriel. Oui, c'est une antenne de 26 mètres de haut de l'opérateur Free qui a déclenché la rédaction d'une pétition, un document qui à ce jour a recueilli plus de 6000 signatures. Selon nos confrères de 7-8 Actu, les travaux lancés à la fin du mois de mars ont surpris tout le monde, même le maire de la commune. Le projet avait été envisagé par la précédente mandature, mais sans validation du permis de construire. Les Bulky Games devaient se tenir ce samedi 20 avril à Saint-Quentin en Yvelines, mais finalement l'événement n'aura pas lieu. Oui, souvenez-vous Mathilde, le 9 septembre 2023, plus de 6300 participants s'élançaient pour un parcours de 5 km à travers l'île de loisirs. Échelles, cordes ou encore glissades, un événement survitaminé pour adultes à travers des structures gonflables. Mais l'histoire s'arrête là. La société belge organisatrice Denali Outdoor Events est en liquidation judiciaire depuis le 15 mars 2024. La seconde édition est donc annulée. Les participants ayant déjà réglé leur place devraient être remboursés. Et on termine ces infos du jour, Gabriel, avec un point circulation puisque ce week-end marque la fin des vacances de printemps. Oui, et les voyants sont au vert et à l'orange. Pour demain, rien à signaler. Seul le sud-est de la France est orange dans le sens des retours. Le samedi, l'Île-de-France est placée orange. Il est conseillé de la rejoindre ou de la traverser avant 14 h. Le trafic sera dense dès le début de l'après-midi sur les autoroutes A6 et A10. Même conseil pour le dimanche 21 avril. Les perturbations sont attendues entre le milieu de l'après-midi et la fin de soirée. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. On vous en parlait dans l'émission hier. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu hier au technocentre Renault à Guyancourt. Il a signé une convention de partenariat avec le groupe automobile et la garde nationale. Le but, développer les réserves militaires. C'est le reportage de Michael Elmidoro et de Clara de Frutos.
Le ministre des Armées Sébastien Lecornu en visite au technocentre Renault. Ce mercredi 17 avril à Guyancourt, l'homme politique est venu signer une convention de partenariat avec le groupe automobile. Le but, développer le nombre de réservistes de l'armée au sein des entreprises. C'est une petite révolution culturelle et j'attends énormément des grandes entreprises françaises. Mais je crois que là, nous avons un chemin qui est clé dans la capacité justement à véritablement favoriser cet engagement. Ce document signé avec la multinationale stipule que les employés réservistes de la structure ont la possibilité de s'absenter 15 jours par an, 5 de plus que sous l'ancienne convention signée en 2015. Ils sont payés normalement et aucun congé payé n'est enlevé du décompte. Au fond, grâce à Renault, aujourd'hui, nous donnons l'exemple. Et je souhaite que ce message prospère dans l'entreprise, partout, en France. Parce que nous avons tous un devoir moral, fondamental, de soutenir notre pays, surtout dans les moments difficiles. Je suis très fière, alors évidemment pas de moi, mais très fière de l'entreprise. Et ça ne m'étonne pas en fait. Renault a toujours eu cette j'allais dire supplément d'âme, ça fait un peu, mais vraiment. Au total, le groupe compte 23 réservistes dans sa structure. Pour eux, cette collaboration avec l'armée est bénéfique à l'entreprise. C'est en plus pleinement applicable au monde de l'entreprise. La rigueur que ça nécessite, le fait de devoir prendre des décisions en situation de stress. Il y a des complémentarités parce qu'il y a des valeurs qui sont communes. Je veux dire, être exemplaire, être rigoureux, savoir anticiper, susciter la cohésion, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise. Elles sont indispensables dans l'armée, elles deviennent des atouts côté entreprise. Renault Group n'est pas la seule firme à soutenir les réserves de l'armée. Plus de 1000 entreprises, collectivités et établissements d'enseignement supérieur soutiennent la réserve opérationnelle. Une histoire qui finit bien. Paul de la Panouse, le propriétaire du château de Thoiry, vient de retrouver son trésor. Victime d'un cambriolage en 1987, il avait perdu 2 pièces en porcelaine. Elles avaient été offertes par la reine Marie-Antoinette à son arrière-arrière-grand-mère, la duchesse de Tourzel, qui était alors l'ancienne gouvernante de Louis XVI. On écoute son interview au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Lafeille. Cette porcelaine qui est une pièce exceptionnelle parce que le bleu céleste d'un service qui avait été fait pour Louis XV. Alors le broc a été fait fin 1758, la cuvette début 1759. Elle a partagé l'intimité de la famille royale dans la gloire de Versailles, puis à Paris au Palais des Tuileries, elle était dans le carrosse. Elle était dans le palais des Tuileries quand il y a eu les massacres de septembre, elle a failli y rester. Elle a été évidemment considérée comme une femme très remarquable par son courage et par le fait que c'est elle qui avait la mémoire de la fin de vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Je n'étais pas là quand ça s'est passé, c'était un cambriolage classique de professionnel, ça c'est sûr. Ce qui m'a touché dans ce cambriolage pour cet objet-là, c'était le fait qu'il m'avait été confié par mon arrière-grand-mère, qui est morte à la veille de ses 103 ans, qui m'avait choisi pour être le dépositaire pour la génération suivante. Et puis j'étais celui qui avait foutu le truc en l'air. Le commissaire-priseur qui va regarder chez un ami, quelqu'un qui lui dit « Tiens, voilà ce que j'ai chez moi, tu peux me dire ce que c'est. » Oh, il a dit ça. Oh là là, ça c'est très intéressant, c'est une pièce exceptionnelle. Il téléphone à Cyril Froissart, qui est un grand expert, qui immédiatement, en voyant la photo envoyée, dit ça a été volé à Thoiry en 1987. Celui qui a été détenteur de l'objet en était propriétaire de bonne foi. Il ne savait pas que ça avait été volé. Dès qu'il a appris que c'était volé, il a dit oui, moi je ne le garde pas, je le rends à Thoiry. Ça a été un événement ce retour. J'ai appelé mon cousin, le prince Léonel de Mérode, mon cousin Germain, pour qu'il annonce à toute sa branche de famille qu'on avait retrouvé l'objet. Il en était ravi. Quand un objet disparaît, c'est un bout de mémoire de l'histoire familiale qui disparaît avec lui, et c'était le cas. Et alors je suis très reconnaissant à toute la chaîne de solidarité qui a fait qu'il est revenu ici, et de compétences surtout.
Un peu de gourmandise à présent dans votre 7-8. La meilleure apprentie pâtissière de France est versaillaise. Laëlia van der Vliet a obtenu ce prestigieux titre il y a 2 semaines face à 13 autres candidats. Julien Leroy l'a rencontrée au sein de l'atelier de l'ancien chef du Ritz à Voisins-le-Bretonneux. Tu le prends dans tes mains et avec cette spatule-là, tu sais, pour qu'elle soit propre en dessous quand tu vas tirer. L'étoffe d'une championne, Laëlia van der Vliet, 17 ans, a acquis la passion de la pâtisserie auprès de sa mère dès son plus jeune âge, l'amour de la création et de l'association des saveurs. Le 8 avril dernier, cette Versaillaise a remporté la 45e édition de la compétition du meilleur apprenti pâtissier de France à Dijon. Une première place acquise à force de persévérance face aux 13 finalistes des sélections régionales. J'ai toujours aimé tout ce qui était challenge, se dépasser, et depuis que j'ai commencé en fait la pâtisserie, j'ai regardé les concours que je pouvais faire. Quand on participe à un concours, c'est pour gagner. Après, le but c'était de donner le meilleur de moi-même et de sortir un buffet dont j'étais fière. Depuis septembre 2023, Laëlia travaille en alternance à Voisins-le-Bretonneux dans l'atelier pâtisserie fine de Sébastien Cerveau. Cet ancien chef de l'hôtel Ritz Paris l'a accompagné dans sa préparation aux épreuves dès son arrivée. J'ai senti une jeune très motivée, très dynamique et qui avait vraiment soif de gagner, de faire des concours et d'apprendre. Je la guide dans ses choix qui sont, comme elle est jeune, elle n'a pas l'expérience. Donc elle me propose des choses et je lui dis voilà, ça serait bien de faire autrement, réfléchis à faire ça différemment. Ou à l'inverse, des fois c'est très bien du premier coup et je lui dis ouais, bravo, ça c'est super, il faut le garder, il faut continuer. Le thème de cette finale prestigieuse, l'artisanat, un savoir-faire à la française. Réalisation de 2 tartes au chocolat pour 8 personnes, de 16 éclairs au café ou d'une pièce artistique. Une liste non exhaustive pour 8 heures de compétition non-stop, notée sur le travail, la dégustation et la présentation. Oui, c'est fatigant, 8 heures, on est à fond et à la fin, quand il y a les résultats, on est hyper content, on est soulagé et c'est fini quoi. Donc on est un peu triste aussi. Ça fait un vide aussi. Ça fait bizarre parce que le soir je restais et là ça fait bizarre de me dire que je vais plus avoir tout ça quoi. Cerise sur le gâteau, la représentante francilienne a obtenu de nombreux lots. Matériel professionnel, livres de pâtisserie ou stage auprès de meilleurs ouvriers pâtissiers de France. Une belle visibilité obtenue pour espérer à l'avenir devenir chef dans un palace et ouvrir sa propre boutique. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et comme d'habitude, on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end. Gabriel, on commence avec un événement e-sport. Oui Mathilde, le tournoi e-sport des cités fantastiques fait son grand retour. Il s'agit d'une compétition de jeux vidéo où le virtuel et le réel sont combinés grâce à la réalité augmentée. La finale du tournoi Interville organisé cette semaine a lieu samedi au Palais des Sports d'Elancourt où auront lieu les qualifications des championnats de France. Labellisé Olympiade culturelle par le comité Paris 2024, l'événement est soutenu par Saint-Quentin en Yvelines et ouvert au public. On poursuit avec un autre tournoi, mais qui se déroule cette fois-ci à Mantes-la-Jolie. Oui, Mathilde, la ville a été choisie pour accueillir les phases de qualification du tournoi de street football S3 Tours. Samedi, c'est sur les dalles du Val-Fouré que se rencontreront les équipes de football freestyle qualifiées. L'équipe vainqueur défendra les couleurs des Yvelines en juin prochain lors de la finale à Aix-en-Provence. Pour les soutenir et profiter du spectacle, rendez-vous samedi à 14h au Val-Fouré. Vous nous proposez à présent un autre rendez-vous insolite et solidaire, Gabriel. Oui, l'association yvelinoise des Wolfsal Bikers se mobilise pour l'association Hayden, un combat pour la vie. Un cortège d'une centaine de motards s'élancera de Houdan jusqu'à Coignères, avec à son bord le petit Hayden, 4 ans, atteint d'un cancer rare. La journée se poursuivra à Coignères, où se réuniront les motards et le public autour d'un moment festif. Au programme food truck, exposants et concerts, les fonds seront reversés à la lutte contre le cancer pédiatrique. Direction maintenant Versailles où le printemps s'invite au domaine départemental de Madame Elisabeth. Oui, et pour fêter le printemps, le domaine départemental de Madame Elisabeth vous propose une journée dédiée à la nature et au bien-être inspirée de l'art de vivre japonais. Au programme, ateliers d'art créatif, animation ou encore démonstration d'arts martiaux. Un spectacle de danse traditionnelle sera également proposé.
Et le printemps s'invite aussi à la ferme du Manet, Gabriel. Oui, le rendez-vous des amateurs de plantes revient à Montigny-le-Bretonneux pour la 21e édition de la Prairiale. Une quarantaine d'exposants dans le domaine du jardin vous attendent, mais aussi autour des produits du terroir ou encore de l'artisanat. Le rendez-vous se tient samedi et dimanche. Eh bien, merci beaucoup Gabriel pour toutes ces idées de sortie. C'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le ciel sera bien couvert dans les Yvelines. Au niveau des températures, il fera toujours assez froid. Couvrez-vous bien, 7 degrés à Rambouillet, 8 à Versailles et Houdan et 9 à Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le temps devrait se dégrader. Prévoyez des averses du côté de Versailles et de Houdan et comptez environ 13 à 14 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. Pour les prévisions météo de ce week-end, le beau temps sera de la partie. Samedi, le soleil sera bien présent dans le département, mais toujours avec des températures assez froides. Il fera en moyenne 4 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Dimanche, le beau temps continue, du soleil sur l'ensemble des Yvelines. Et côté température, il fera en moyenne 4 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Suite à la démission de Jean-Philippe Luce, l'ancien maire de Bois d'Arcy et d'une partie de ses adjoints et conseillers municipaux, les habitants sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 21 avril pour élire leur nouveau maire. 2 candidats sont en lice, Philippe Bennassaya, ancien maire de Bois d'Arcy de 2014 à 2020 et Jocelyne Agnier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous menez la liste du groupe d'opposition Perspective Arcysienne, une liste sans étiquette. Vous vous étiez déjà lancé dans une campagne pour la mairie de Bois d'Arcy, c'était en 2020. Vous aviez alors perdu face à Philippe Bennassaya avec 36% des suffrages. Pourquoi vous participez, vous candidatez de nouveau à la mairie de Bois d'Arcy ? Nous candidatons parce que pour nous c'est une évidence de ne pas laisser une seule liste pour voter. C'est aussi ça la démocratie. Donc nous nous sommes représentés sans chercher plus loin. On s'est dit il faut absolument repartir pour que les gens puissent avoir le choix. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon vous par rapport à 2020 ? Disons que le départ de M. Bennassaya 7 mois après avoir été élu a jeté un petit peu le froid chez certains Arcysiens et donc on a voulu repartir avec un programme axé essentiellement sur l'humain. C'est-à-dire que les constructions, pour nous, la priorité, c'est l'humain, c'est le lien, c'est la proximité et avoir des relations de terrain avec les Arcysiens. Chose que je pense a été oubliée un petit peu parce qu'effectivement, il y a eu de belles choses de faites. C'est, comme je dis, quand on devient maire, on hérite de ce qui a été fait auparavant. Mais en héritant, il faut aussi avoir une vue sur l'avenir. Et nous, l'avenir, c'est créer du lien. À l'heure où les gens sont de plus en plus en télétravail, à l'heure où les gens ont de plus en plus de mal, enfin sont plus dans la solitude, malheureusement, je pense que recréer du lien, refaire de la convivialité autour de certains thèmes, je pense que ça c'est primordial. Et l'équipe que j'ai l'honneur de conduire a les mêmes valeurs. Et donc je pense qu'on se retrouve tous autour de cette proximité, de ce lien. Alors justement, on va parler de votre programme. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place concrètement si vous êtes élu ? On va mettre en place, par exemple, un comité prévention-médiation. Nous allons aussi axer un certain travail sur les jeunes, mais les jeunes qui de 16 à 25 ans, qui sont un petit peu oubliés, leur dédier un lieu pour qu'ils puissent se retrouver. Ensuite, faire en sorte que l'intergénérationnel existe réellement. Donc il y a déjà des gens qui vont... nous avons un membre de notre liste qui fait déjà la lecture dans les écoles maternelles. Donc il est aussi nécessaire entre guillemets, je dirais, de balayer toutes les tranches d'âge pour qu'il y ait des liens qui se créent et pas stigmatiser forcément les jeunes qui se regroupent. Je pense qu'il faut inclure tout le monde et que de l'expérience des aînés peuvent découler aussi un avenir plus serein pour les jeunes avec peut-être des professions auxquelles ils n'ont pas pensé dans des échanges intergénérationnels. Vous comptez mettre aussi en place des mesures concernant l'environnement, la sécurité ?
Oui, l'environnement. Alors on voudrait par exemple végétaliser les abribus parce que bon, ça aussi, ça fait partie aussi du bien-être. Avec le climat actuel, il est nécessaire d'accès aussi sur de la diversification au niveau des espaces verts et axer aussi le travail sur tout ce qui peut être végétalisation et parcours de santé aussi, parce qu'il faut aussi penser au bien-être aussi physique. Donc dans notre programme aussi, il y a des parcours de santé, et puis il y a aussi l'art de rue, il y a un parc canin, il y a plein de choses pour que aussi les gens puissent aussi échanger entre eux. Au niveau de la sécurité, vous comptez recruter des agents de police municipaux. C'est nécessaire aujourd'hui à Bois d'Arcy ? Les agents de police municipaux, ce qu'on voudrait déjà axer leur travail, c'est sur la proximité. Effectivement, on a tendance, la police municipale, elle tourne, mais en fin de compte, si on pouvait recréer aussi, là aussi, du lien entre les jeunes, par exemple, ou que la police municipale ne soit pas vue comme répressive, mais préventive. Donc, on veut aussi créer un comité de prévention-médiation avec des médiateurs de rue, parce que c'est aussi nécessaire d'inclure les jeunes. Alors beaucoup se plaignent, oui, les jeunes, mais si on ne les écoute pas, si on ne va pas vers leurs besoins, je pense que ça posera beaucoup de problèmes à l'avenir. Donc il faut déjà prévoir tout ça. Vous parlez beaucoup de l'inclusion, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à Bois d'Arcy ? Je trouve. Nous avons aussi dans notre programme la charte ville handicap, parce qu'il y a des personnes qui ont des handicaps, mais qui ne sont pas visibles. Et ces personnes-là, il faut aussi les inclure. Enfin, nous, nos valeurs, c'est vraiment ne pas laisser de gens sur la route. Alors, c'est bien de construire, c'est bien de vouloir faire des tas de choses, mais où mettons le citoyen à ce niveau-là ? Voilà, c'est aussi la priorité, je pense, à l'heure actuelle, où on dit qu'il y a chacun derrière son écran. Il faut peut-être essayer de sortir de cet écran. Alors, je ne pense pas que ce soit utopique en tant qu'un maire, en tant que futur maire, pourquoi pas d'axer ce travail là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et la diversification. On a à apprendre de tous, on a à apprendre de toutes les cultures, et on a à apprendre aussi des gens qui ont des handicaps certains, parce que ça pourrait remettre aussi certaines valeurs dans certaines personnes, je pense. Alors la campagne officielle a débuté le 8 avril, une campagne qui s'est déroulée dans un climat compliqué avec des affiches électorales recouvertes ou caricaturées. Peut-on dire, Jocelyne Agnier, que cette campagne électorale se déroule dans un climat tendu ? Oui, pour ma part, moi les campagnes électorales, autant la campagne électorale de 2020, alors que nous étions les mêmes adversaires, va-t-on dire, autant que là, c'était diffamation et calomnie. Et lorsqu'on s'en prend nommément à un membre de ma liste, il est de mon devoir de faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Donc effectivement, j'ai fait en sorte de le dire, de l'écrire. Les journalistes aussi ont fait des articles à ce sujet, et je trouve que la campagne entre 2020 et 2024 s'est énormément durcie. Donc on a essayé de nous déstabiliser, et comme je le dis, comme j'ai écrit, c'est cliver pour exister. Les clivages ont la vie dure en France, et si justement on essayait de moins cliver et de mettre moins de gens dans les cases, on s'en sortirait certainement mieux, même j'ose le dire au niveau national. Justement, on va parler de ce clivage que vous évoquez, puisque malgré votre liste qui est classée sans étiquette, votre principal opposant, Philippe Bennassaya, vous qualifie d'une candidate très à gauche, avec des membres du parti La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'était le 8 avril sur notre antenne. Qu'en dites-vous ? Que répondez-vous ? Il y a effectivement, nous on a toutes les diversités dans notre liste, et effectivement il y a une personne qui ne s'en est pas cachée d'ailleurs, qui a dit qu'elle était France Insoumise, mais c'est comme tout, on voit que ce qui peut
mettre le doute chez certains. Donc on va forcément, il y a nous sommes 33 sur la liste. Bizarrement, Monsieur Benassaya notamment n'a pas balayé toutes les personnes de notre liste. Alors moi je me bats et je n'ai jamais été encartée en quelque parti que ce soit. Moi je suis tête de liste effectivement, mais que les personnes soient encartées au sein de mon groupe ne me gêne absolument pas. Je pense qu'on a tout à apprendre aussi, là aussi, des gens, parce que les meilleures idées ne viennent pas que d'un seul homme. Donc, et plus il y a de diversité, plus on peut arriver à trouver un bien entre chacun, et de s'expliquer, de s'exprimer, et de prendre ce qu'il y a le mieux pour les citoyens. Mais effectivement, cliver, montrer du doigt une personne parce que ça les sert, voilà, c'est le jeu. Mais il ne faut pas non plus aller jusqu'à la calomnie et la diffamation, parce que lorsqu'il est écrit que si nous étions élus le 21 avril prochain, nous ferions de Bois d'Arcy un laboratoire d'expérience farfelue, je trouve que si ça, c'est pas de la calomnie, faudra que l'on m'explique. Alors, autre argument, au sein de votre liste, on retrouve votre fille. D'autres membres également de votre liste ont des liens de parenté entre eux. Certains de vos opposants estiment qu'il ne s'agit pas réellement d'une liste, mais de remplissage. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre très rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps. Écoutez, effectivement, j'ai ma fille qui est sur la liste. Elle a été présidente du kickboxing arcisien. Elle est coach sportive, donc elle a des compétences, je pense, même au niveau au comité olympique, elle a des compétences, donc elle m'a demandé si elle pouvait m'aider. Je lui ai dit oui, parce que elle a les compétences requises. Après, ils peuvent très bien dire, il y a aussi un autre, le père et la fille. Donc le père a été dans l'urbanisme a fait sa carrière dans l'urbanisme, ce qui est aussi pour nous un bien, et sa fille a été pendant 25 ans dans la culture. Donc si on ne se sert pas des compétences qu'il y a autour de nous, et encore en plus on connaît les gens, ça c'est un choix effectivement, mais rien ne l'interdit. Eh bien, merci beaucoup, Jocelyne Agnier, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes candidate pour l'élection municipale partielle de Bois d'Arcy avec la liste Perspective Arcisienne. Face à vous, Philippe Benassaya avec la liste Continuons ensemble pour Bois d'Arcy. Le vote a lieu ce dimanche 21 avril. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un excellent week-end. Prenez soin de vous.